Et aujourd'hui, l'IA, ça reste un gros point d'interrogation pour moi parce que on a deux types d'IA, si je sursimplifie. On a l'IA générique, qu'on appelle depuis des années un algorithme. Et ça, finalement, ça existe déjà partout. Et pas de doute que ça va être de plus en plus performant. Mais en fait, dans l'optimisation, que ça soit sur de l'UX, sur la segmentation, sur la capacité à targeter dans l'instant la bonne personne au bon moment et ainsi de suite, ça va être mieux, mais ça va pas être révolutionnaire parce qu'en fait, ça existe déjà depuis très longtemps. Et après, il y a l'IA générative. Je suis un peu obsédé par ce sujet actuellement. J'arrête pas de demander à mon équipe, dis moi je fais des tests avec ça. Il y a peu de ces tests qui me permettent d'arriver vraiment à un cas d'usage très clair pour mon boulot. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème marketing, digital, innovation et expérience client. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Expérience Client qui se tient en octobre à Biarritz, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots? Bonjour Cyril. Le One-to-One Expérience Client rassemble en fait la communauté des C-Level pendant 3 jours et à huis clos, à Biarritz en l'occurrence. C'est le rendez-vous des marques qui crée de la valeur avec le digital, le content et la data. Le concept, il est assez simple. C'est des rendez-vous d'affaires que l'on organise entre les prestataires de solutions et les C-Level, accompagnés en plus de ça de moments de networking. Effectivement, le One-to-One est clairement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Oui, tout à fait. Nous avons un contenu de grande qualité avec des speakers triés sur le volet pour aborder tous les sujets d'actualité et partager les retours d'expérience des uns et des autres. Merci Sonia pour cette rapide présentation et pour en savoir plus, comment doit-on faire? Le meilleur moyen, c'est vous vous rendez sur le site internet du One-to-One Biarritz ou vous nous suivez sur notre page LinkedIn. Merci Sonia, à très bientôt à Biarritz et en audio, toujours sans coupure. Bienvenue dans cet épisode spécial qui aborde le sujet de la publicité digitale et du trade marketing. Ce marché draine une part toujours plus importante des investissements publicitaires globaux. Cette part est estimée à 9 milliards d'euros en 2023 en France, en hausse de près de 8% sur un an. Cette évolution s'explique en partie par l'augmentation de l'utilisation des plateformes numériques et la transformation des habitudes de consommation des médias. Cependant, ce secteur dynamique doit faire face à de nombreux défis. Les coûts d'acquisition augmentent, les réglementations telles que la RGDP imposent des contraintes strictes sur l'utilisation des données personnelles, obligeant les entreprises à repenser leur stratégie de ciblage et de diffusion. Par ailleurs, les attentes des consommateurs en matière de publicité ont également évolué. Ils recherchent des expériences personnalisées et pertinentes tout en étant de plus en plus sensibles à la protection de leur vie privée. Pour explorer ces enjeux et comprendre comment les entreprises peuvent naviguer dans cet environnement complexe, j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Blais-Desforges, directeur d'Uber Advertising France. Uber Advertising, c'est la régie publicitaire d'Uber Eats et de Uber VTC qui commercialise l'espace publicitaire sur les deux applications. Grégory nous présentera l'état du marché de la publicité digitale, ses évolutions récentes, les réglementations en vigueur et les perspectives futures. J'ai également le privilège d'accueillir Pascal Weg, directeur trade marketing de Coca-Cola Euro-Pacifique France. Pascal partagera avec nous les objectifs de Coca-Cola en matière de trade marketing et notamment de e-commerce et expliquera comment la solution d'Uber Advertising aide la célèbre marque de soda à développer ses objectifs de vente. Messieurs, je suis sûr que cette discussion sera riche en insights et en échanges fructueux. Mais avant de commencer, je passe la parole à Grégory. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril. Oui, moi, Grégory Blais-Desforges, ça fait 20 ans maintenant que je travaille dans le milieu des médias. D'abord pendant une petite dizaine d'années dans ce qu'on appelle aujourd'hui les médias traditionnels, donc notamment quelques années chez TF1 Publicité, et puis un peu de print, un peu de radio, et puis ça fait 12 ans maintenant que j'ai basculé du côté digital. D'abord chez YouTube, puis chez Google où j'étais en charge des e-commerçants.
Donc pensez Amazon, Cdiscount et tous les concurrents, avec donc déjà une très forte dimension performance. Et puis ensuite, je me suis... Un rôle commercial. Un rôle commercial, tout à fait. Et puis ensuite, je me suis un petit peu spécialisé dans le lancement de régie. D'abord chez Pinterest. C'était en 2019, donc vraiment au tout démarrage de la régie. J'ai basculé quelques années plus tard chez TikTok, non pas sur la première vague, plutôt la deuxième. Ils avaient déjà beaucoup recruté, il y avait besoin de structurer un petit peu l'organisation. Et puis voilà, il y a 1 an et demi, Uber m'a contacté pour lancer la régie. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Et ça veut dire que tu as quand même pas mal de parcours dans les boîtes américaines, parce qu'en dehors de TikTok, quand tu es passé sur le digital, tu as fait les grosses organisations américaines. Tout à fait. T'en retires quoi ? J'en retire beaucoup de positifs, surtout. Quand je suis parti de chez TF1 et que je suis arrivé chez Google, il y a eu vraiment, ça a été un profond chamboulement pour moi. D'une part, c'était travailler 100% du temps en anglais. J'avais le sentiment à l'époque que mon anglais était pas trop mauvais. J'ai vite déchanté et j'ai eu très mal à la tête pendant les 3 premiers mois tous les soirs. Il y avait ça, il y a une façon de travailler très différente, beaucoup plus dynamique, avec une hiérarchie beaucoup plus plate, où en fait on a la capacité d'aller vite, d'agir vite et d'avoir la responsabilité de son propre périmètre. Et puis c'est une évidence pour tout le monde aujourd'hui, mais il y a 12 ans, quand je suis arrivé, en fait c'était déjà télétravail, micro et caméra sur tous les ordinateurs. Cette capacité à travailler comme ça, avec Gmail aussi, avec du Drive, tout en dématérialisé, un peu le cloud. Voilà, c'était un gros et profond changement. Et voilà, ça fait 12 ans maintenant que je travaille comme ça et j'aurais du mal à revenir en arrière. Il y a donc en fait un lien logique ou une culture commune entre toutes ces entreprises, le YouTube Google d'un côté, Pinterest, Uber aujourd'hui. Tu retrouves ces dans cultures. La façon de travailler, oui. Ouais. Après, on peut avoir des cultures spécifiques à Bien sûr, l'intérieur de l'entreprise et puis des positionnements qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais sur cette façon de travailler, cette culture-là du travail, oui, c'est très très similaire. Bon, merci Grégory pour cette présentation rapide. Je me tourne vers toi, Pascal, autre entreprise américaine. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours pro, ce que tu as fait ? Bien sûr, bonjour Cyril. Donc moi, ça fait 20 ans que je travaille pareil dans le digital, le CRM, la data. Je pense qu'on a eu plein de buzzwords qu'on a utilisés dans les dernières années. J'ai plusieurs secteurs également. J'ai commencé moi dans les télécoms. Chez SFR, qui a été une formidable école. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les plus anciens, c'est le début on parlait de campagne de churn, on parlait de rétention, on parlait de lifetime value. Et donc, connaître un secteur qui s'est autant démocratisé pendant des années était passionnant. Et donc, j'ai commencé ma carrière donc, chez SFR. Après, j'ai découvert un autre grand groupe, LVMH, où j'ai travaillé. Chez SFR, tu faisais quoi plus particulièrement ? J'étais en charge de tout le programme de fidélité. D'accord. Garantie carré rouge à l'époque, et toute la gestion de la donnée qui allait avec. Voilà. Okay. Et après, je suis intervenu sur des problématiques de marque et de brand equity. Ok. Donc assez large. Un très bel annonceur, je suis resté 7 ans. 7 ans. Voilà, après j'ai bougé dans un autre petit groupe, après SFR, je me suis dit je vais faire plus petit, je vais aller chez LVMH, donc où j'ai travaillé pour Moët & Cie Monde et pour Sephora Europe. Là j'ai découvert le business. C'est-à-dire que là, tu n'étais plus dans les programmes de CRM ou de J'étais marque. toujours dans les programmes de fidélité, dans la gestion de la donnée, dans les études. Pour l'ensemble des pays, donc c'était pas franco-français, j'avais une vision plus européenne avec la Pologne, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, la France et ainsi de suite. Mais quand je dis que j'ai découvert le business, c'est que Sephora c'est un retailer. Et donc du coup la lecture du chiffre d'affaires heure par heure, jour par jour, point de vente par point de vente, et puis tout de suite se dire à midi je suis pas au budget, comment je fais ça j'ai découvert ça. J'ai découvert cette agilité, cette rapidité et ce sens effectivement du retail. Et c'était passionnant. Donc ça, j'ai fait ça quelques années et après, je suis parti en agence. D'accord. Une agence de shopper marketing qui s'appelle Média Performance, spécialisée dans l'activation du shopper en point de vente, où je suis tombé dans le grand bain de la grande consommation. Et des relations industrie-commerce. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans, j'avais une double casquette, j'étais à la fois directeur marketing de Média Performance et puis on a créé une petite structure qui s'appelait Digital Shopper Network
une start-up pour laquelle j'étais directeur général, avec un petit peu comme l'a fait Grégory, avec une volonté d'aller fédérer certaines audiences shopper via des applications tierces pour les monétiser auprès d'annonceurs. Ok. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans, et puis en 2016, j'ai eu le plaisir de rejoindre Coca-Cola Euro-Pacific Partner. Donc à ne pas confondre avec la Coca-Cola Company, voilà, et je reviendrai peut-être juste après dessus. Reviens dessus tout de suite, comme ça les choses auront été clarifiées. Exactement. Donc il y a bien, d'un côté, on a la Coca-Cola Company qui est propriétaire d'un ensemble de marques, dont Coca-Cola, bien évidemment. Et à côté de ça, on a une autre entreprise distincte qui s'appelle Coca-Cola Euro-Pacific Partner. Nous, notre métier, c'est de produire dans nos usines, de commercialiser ces produits-là et de les distribuer auprès de revendeurs, donc de clients. Ces clients, ça peut être la grande distribution comme un Carrefour, un Leclerc, un Auchan. Ça peut être des parcs de loisirs, ça peut être des stations essence, ça peut être des cafés, hôtels, restaurants, des enseignes de QSR. Bien évidemment, ça peut être des plateformes, dont des plateformes comme Uber et ainsi de suite. Donc nous, on produit dans nos usines, on commercialise chez les clients et on distribue également ces produits. On est un groupe international, une partie en Europe, une partie en Asie. On vient d'acquérir récemment les Philippines, l'Indonésie, et ainsi de suite. On est plus de 30 000 collaborateurs dans le groupe, plus de 25 pays. Et donc j'ai rejoint en 2016 ce groupe Coca-Cola Euro-Pacific Partner, initialement comme directeur du digital, et depuis maintenant 3 ans en charge du trade marketing, du shopper marketing. Je pense qu'on peut utiliser plusieurs termes. Donc tout ce qui est communication, on va appeler ça bas de funnel média, pour inciter effectivement les consommateurs à changer de comportement d'achat et donc à développer les ventes en point de vente. Merci beaucoup Pascal pour cette présentation tout à fait détaillée et passionnante de ton parcours. On va revenir dessus. Je me tourne à nouveau vers toi, Grégory, pour que tu nous présentes un peu plus en détail Uber Advertising, parce que je l'ai présenté en introduction de façon tout à fait light. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Et puis, quelle est ta lettre de mission ? Puisque finalement, la proposition de valeur développée par Uber autour de l'advertising est relativement neuve, si je comprends bien. C'est ça, elle date d'il y a 1 an et demi. Voilà. Vas-y, pitch-nous un peu la proposition de valeur, justement. Donc Uber Advertising, donc c'est la régie publicitaire de Uber. Comme je disais, elle a 1 an et demi. Elle a démarré en Europe avec mon arrivée. J'étais le premier à être recruté. Ça, elle s'est lancée quasiment au même moment aux États-Unis, qui est une spécificité. En général, souvent, les plateformes lancent d'abord les États-Unis, puis parfois les pays anglo-saxons, et puis le reste après. Là, tout s'est lancé en même temps. Dans le monde. Dans le monde. Et notre lettre de mission, c'est effectivement de monétiser des formats et l'audience de Uber Eats et de Uber VTC, qui sont 2 audiences relativement distinctes, avec des formats qui sont différents. Et aujourd'hui, on a, on va dire, 3 propositions de valeur distinctes qui vont se retrouver dans la façon dont mes équipes sont structurées, donc autour de 3 pôles. Il y a un pôle qui va gérer les restaurants, qui est donc l'usage initial de Uber Eats. Donc, gérer les restaurants, ça veut dire convaincre les restaurants de communiquer sur l'app ? C'est exactement ça. Ouais. Et donc, quand tu es sur l'application et tu demandes ce que tu vas commander ce soir, eh bien, dans ton flux de réponses, il y a des réponses qui sont organiques, il y a des réponses qui sont payantes, comme tu peux l'avoir sur d'autres moteurs de recherche. Là, finalement, c'est un moteur de recherche de ta future commande en restaurant. Donc, on va avoir ce type de produits. Puis des produits ça s'apparente à du retail média ou pas, ça ? C'est pour moi 100% du retail média. Donc, c'est pour augmenter ta visibilité. Pascal, tu vois, je le place on l'a dit, on a attendu 5 minutes avant de le dire. Voilà, donc là, ça va permettre d'augmenter la visibilité d'un restaurant donné dans l'application et de le faire remonter dans les résultats. Et puis après, sans rentrer dans le détail de tous les formats, on a des formats ensuite qui permettent de remonter un peu plus dans le tunnel marketing et qui vont permettre de faire du display. On appelle ça des billboards chez nous, mais pour aussi commencer à émerger avant même la recherche. Voilà. Et puis on a la possibilité aussi à l'intérieur des menus de venir promouvoir des produits spécifiques. Donc là, je suis déjà rentré dans un restaurant et je vais avoir dans le menu des items qui me sont poussés en particulier. Donc ça, c'est la partie vraiment le pôle restauration. Il y a un deuxième pôle qui nous concerne aujourd'hui, qui est le pôle produits de grande consommation, ou CPG en bon français.
Là, on va avoir, donc quand tu ouvres ton application Uber Eats, tu peux soit donc commander chez un restaurant, soit commander en fait plein d'autres choses. Dont des courses. Dont des courses. On peut aussi commander des fleurs, du chocolat, de l'électronique même. Mais en l'occurrence, là, faire ses courses. Donc on a déjà, je ne saurais pas dire le nom, mais beaucoup de partenaires. Donc on a tout le groupe Carrefour, le groupe Casino, Intermarché, Picard récemment. Et donc on peut venir faire ses courses sur Uber Eats. Et dans le cadre des partenariats qu'on a avec la grande distribution, on a aussi donc, pour les utilisateurs de Uber Eats qui viennent faire leurs courses sur la plateforme, on a un certain nombre de formats qui, de la même façon que sur la partie restauration, va proposer très bas de funnel de remonter des produits un peu en tête de gondole, en version digitale, et puis de remonter un cran au-dessus également pour venir faire la promotion de ces produits dans le reste de l'application et pour aussi susciter un peu la notoriété de la marque, parfois des achats d'impulsion également. Là, ton client, c'est le distributeur ou c'est la marque ? C'est la marque. Donc c'est Coca. C'est Pascal, tout à fait. Et puis j'ai un troisième pôle qui s'appelle Strategic Vertical. Qui concrètement signifie tout le reste. Donc tout ce qui n'est pas endémique, tout ce qui n'est pas captif, tout ce qui n'est pas vendu sur Uber Eats. Et donc là, on va prendre le travel, le luxe, la banque et assurance, enfin bref, on a vraiment tout. Et là, on va leur proposer surtout nos formats sur la partie VTC. Donc là, très branding. On peut faire aussi d'autres choses, on rentrera peut-être dans le détail plus tard, mais là, très branding et très Uber VTC. Donc voilà, c'est un peu les trois pôles qu'on a aujourd'hui. Ils sont une taille identique ou il y en a qui sont plus gros que d'autres et lesquels sont j'imagine que la partie restauration et la partie PGC, c'est plus gros que le reste, non ? Je me trompe ? La partie restauration est effectivement notre plus grosse verticale aujourd'hui. C'est historique. Et puis aussi, c'est la force de l'application et de son audience en France. Donc, c'est aujourd'hui le plus gros. Sa part de marché décroît au sein de notre revenu. Parce que justement, on développe tout le reste. Et on a des très très fortes croissances justement sur la partie non endémique, également sur la partie CPG. Avant qu'on redonne la parole à Pascal pour qu'il nous parle un peu de ses objectifs et justement pour finalement les introduire de façon plus légitime, directe, est-ce que tu peux un peu nous livrer, c'est ce que je disais en introduction, ta vision globale du marché, des attentes, de l'offre, de la demande, bref, de la publicité digitale. Comment tu vois évoluer les choses de ton poste d'observation ? Alors là, je vais essayer de faire la fusion entre finalement deux marchés, celui de la publicité digitale et celui de la livraison de courses à domicile. Qui est un peu la fusion de ces deux-là. Sur la partie publicité digitale, tu en as déjà parlé un petit peu en introduction. Donc aujourd'hui, le marché de la communication en France, c'est 34 milliards. C'est en hausse de tête 3% par rapport à 2022. Sur ces 34 milliards, il y en a 17 milliards qui sont sur la partie média. Et là, aujourd'hui, il y a deux trends assez différents. Il y a les médias traditionnels qui sont en léger recul. Les derniers chiffres, c'était moins 0,7%. Les médias traditionnels, c'est tout ce qui est mainstream, la télé, la radio, le papier. Radio, affichage, le papier, effectivement. Et ça, et la partie digitale, elle est en croissance à plus 9%. Donc là, on voit vraiment les deux trends, et ça explique que la part de marché aujourd'hui de la publicité digitale, elle a basculé en vraiment peu d'années de 20 à 28%, et ça va continuer à croître dans le futur. Ça s'explique parce que c'est plus héroïste, c'est plus facile. Les KPI sont plus facilement contrôlables. Comment on l'explique en fait ? Il y a que le consommateur il est plus friand de ça Alors il y a deux choses. Il y a déjà le premier point qui est toujours celui qui compte, c'est l'usage. Donc effectivement, sur les dernières années, même il y a eu un retard à l'allumage, on va dire, du côté média, mais ça fait de nombreuses années que l'usage a déjà basculé vers la partie digitale. Donc effectivement, les médias, le but d'un média, c'est d'aller toucher une audience. Donc il faut forcément aller où l'audience se trouve. Donc oui, l'usage
a précédé l'arrivée de la partie média, mais en fait, encore une fois, ce n'est qu'un rattrapage. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, tu as touché du doigt quelque chose qui, je trouve, est très juste. En fait, le digital, c'est plus facilement mesurable. Ça rassure. Il n'y a pas de doute. Je crois me souvenir, c'était le fondateur d'Ogilvy, si je ne dis pas de bêtises, ça sera contrôlé a posteriori, qui, dans les années probablement 50, disait la moitié de mes investissements publicitaires sont perdus. Le problème, c'est que je ne sais pas quelle moitié. Donc, à l'époque, la publicité, c'était vraiment, on y va, on fait de la... C'était de la créa, et puis on ne sait pas vraiment ce que ça fait, mais on se dit que ça doit faire quelque chose. Bon, on est très très loin de ça maintenant, donc à un point d'ailleurs qui, je pense, est trop mesuré aujourd'hui. Enfin, c'est jamais trop mesuré, mais où les décisions sont trop faites à l'aune des résultats attendus. Oui, et puis surtout, à la fin d'un slide où il y a 30 colonnes, 30 lignes, une évolution d'un point, et d'un seul coup, on prend des décisions sans revenir à la base sur qui est mon client, quel est son parcours d'achat, et ainsi de suite. Bref, c'est une discussion séparée. Mais oui, c'est ça qui explique, c'est pour moi les deux points, l'usage et puis la facilité aujourd'hui de mesure. Il n'y a pas de doute. Donc ça, c'est sur la partie média. Et après, quand on bascule sur le côté course, et notamment course pour les produits de grande consommation, là, ce qu'on va avoir aujourd'hui, c'est que l'e-commerce en France, de tête, ça doit être 130 milliards. 150 milliards. Oui. 150 milliards. Si on regarde le point de les produits de grande consommation là-dedans, on est à peu près à 10%, un petit peu moins, donc on est à 13 milliards. Et là-dedans, c'est les poupées russes, on descend à 1,3 milliard qui sont en livraison à domicile. Et aujourd'hui, ça, c'est un marché qui est en croissance. Qui est en forte croissance. Au niveau global, c'était plus 11% en France. Je ne sais pas si on parle de marché ou d'usage d'ailleurs, mais c'est en croissance. Alors, entre professionnels, on va se dire de marché. Pour les utilisateurs, effectivement, c'est d'usage. Et au sein de ça, la partie quick commerce, une très forte croissance. Quick commerce qui n'existe plus sous la même forme que celle qu'on a connue à son lancement, c'est-à-dire tous les Gorillaz, Frishti et compagnie qui... Exactement, il y a une consolidation. Ou qui ont fini par disparaître, qui est plus là maintenant. Qui était attendue, qui était nécessaire. Donc il reste ceux qui avaient les reins assez solides et surtout la rentabilité. C'est ça le point. Uber est rentable depuis 2023 au niveau monde. Donc c'est ça qui permet en fait d'encaisser sur le long terme. L'ensemble des activités d'Uber ou Uber Eats ? Le groupe Uber dans son ensemble est rentable depuis 2023. Et donc au sein de cette dimension quick commerce, Uber Eats croît fortement. En France, le chiffre d'affaires de cette partie-là de l'activité a cru de 25% à périmètre constant en 2023. Donc voilà, et on est sur des chiffres relativement similaires depuis le début de l'année. Bon, merci pour cette vision, analyse, bref, le chiffre que tu nous partages sur le fonctionnement du marché. Je me retourne vers toi, Pascal. Est-ce que déjà ça t'inspire des commentaires ? Est-ce que tu rejoins un petit peu ce que vient de dire Grégory avant de nous présenter un peu plus en détail les objectifs e-commerce, trade marketing / e-commerce de Coca-Cola en France ? Non, moi je suis parfaitement aligné avec ce que dit Grégory, bien évidemment. Je ferai juste un petit modulo sur la partie data et sur la partie mesure. Effectivement, je pense que pour le coup, c'est encore un axe, je pense, où on peut aller un peu plus loin sur la mesure de l'impact de l'ensemble des communications d'un point de vue business et pas qu'avec des KPI médias. Voilà, je pense que là-dessus, on a encore des axes de progression et effectivement, on a quelques acteurs qui commencent à se positionner là-dessus, mais modulo ce point-là, je suis parfaitement en phase avec ce que disait Grégory. Nous chez CCEP, donc l'acronyme pour Coca-Cola Euro-Pacific Partner, en fait, on est un industriel. On n'est pas un retailer. Donc on a une vision du e-commerce qui doit être intégrée par rapport à tout ce qu'on fait par ailleurs. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va travailler nos marques en hypermarché, en supermarché, de la même manière que l'on va travailler nos marques en e-commerce. Ok. Il n'y a pas un e-commerce. Travailler, ça veut dire quoi quand tu dis travailler nos marques ? On utilise les mêmes leviers. D'accord. Donc les leviers, c'est les leviers assez classiques. Encore une fois, c'est des leviers qu'on retrouve en hypermarché. Donc on va travailler l'assortiment.
faire en sorte qu'on va retrouver le maximum de nos marques dans le maximum d'enseignes. Il y a combien de marques, juste comme ça, qu'on soit un petit peu... Alors, c'est une très bonne question sur les marques. On a des marques de boissons présentes sur l'ensemble des catégories de boissons. Donc, on peut avoir, bien évidemment, Coca-Cola sur la catégorie des colas. Je vais essayer de ne pas les oublier. Je vais avoir Fusty sur la catégorie d'été. Je vais avoir Fanta, Sprite, Monster, Powerade, Minute Maid, Tropico. Okay. Voilà, donc ça, ce sont les marques qu'on distribue, nous, aujourd'hui, en France. Et donc, la volonté, c'est de se dire, déjà, il faut que ces marques soient référencées dans un plus grand nombre de points de vente. De points de vente, et il faut travailler la rupture, et ainsi de suite. Et ça, on le fait en hyper, en super, mais on le fait également, bien évidemment, sur l'ensemble des sites, que ce soit de la livraison à domicile ou du drive. Après, on a l'activation, et c'est avec ça qu'on travaille beaucoup avec Grégory, c'est toute l'activation, donc comment nos marques, on les rend visibles, comment on va solliciter certaines cibles de consommateurs. Donc là, il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché-là qui se positionnent sur le marché de l'activation. Avant de parler des acteurs, comment auprès de qui est-ce que déjà, quelle est la typologie de consommateurs auprès desquels tu as envie d'activer ça? Est-ce que ça évolue dans le temps? Est-ce que tu vois des attentes qui changent côté demande? Alors nous, on est déjà entre un Fanta, Sprite ou un Coca-Cola, on n'est pas sur les mêmes typologies de consommateurs. Ce qu'il faut savoir que Coca-Cola, c'est 28 millions de foyers qui nous achètent. D'accord. Sur 29 ou 30. Donc on a un taux de pénétration qui est juste énorme. Donc on est des marques extrêmement pénétrées et des marques de masse. Aujourd'hui, il y a une dualité entre qui nous achète et qui nous consomme. Bien évidemment, qui va nous acheter dans un hypermarché ou qui va nous acheter dans un supermarché et ainsi de suite. On est plutôt encore sur des populations d'acheteurs adultes, jeunes adultes et ainsi de suite. Et après, nos consommateurs, on a toute la génération Z, effectivement, qui est une génération et une cible de consommateurs qui nous intéresse. C'est aussi pour ça que quand on fait des dispositifs médias, on retrouve beaucoup et une part de médias digital important chez nous, justement pour capter cette audience qu'on va retrouver sur les téléconnectés, qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux et pas dans les médias de masse. Mais donc pour répondre à ta question, c'est vraiment cette cible-là, et cette dualité de cible qui nous intéresse. Il y a des prescripteurs du coup dans... C'est ce qu'on appelle les gatekeepers, désolé pour l'anglicisme, effectivement c'est l'acheteur, c'est le foyer, c'est les parents. Les parents, voilà, exactement. Donc on distingue vraiment les deux, celui qui achète, et celui qui le consomme. shopper, et celui qui consomme, qui est parfois le même et qui n'est parfois pas le même. D'une manière générale, quand on regarde nos parts de marché, elles sont assez stables, quelles que soient les régions en France. On a peut-être une région, la Bretagne ou le Pays de la Loire, qui sont des régions qui sont peut-être un tout petit peu sous-indexées en parts de marché, pour diverses raisons, mais d'une manière générale, non. On a effectivement une part de marché qui est stable nationalement. Et quel que soit finalement urbain ou rural, on consomme pas différemment? Non. Non, okay. On n'a pas observé ça. Bon, merci pour cette image, parce qu'en fait, avant qu'on parle justement des solutions que tu vas aller activer pour répondre à ces objectifs, il était important qu'on comprenne un peu le contexte dans lequel s'inscrit finalement Coca-Cola, Euro-Pacific, voilà. Justement, comment on active tout ça? Quels sont les outils qui sont à ta disposition de trade marketing? Et puis pour après aller peut-être un peu plus loin sur le retour d'expérience avec Grégory. Alors déjà, sur les outils, on va commencer par le e-commerce, parce que c'est tellement large les outils en trade marketing, je pourrais en rester une heure. Sur la partie e-commerce, moi je tiens vraiment à dire que, encore une fois, on n'a pas un e-commerce. Comme Grégory parlait de ses verticales, donc nous on n'utilise pas le terme vertical, on utilise le terme circuit. Aujourd'hui, on va faire du e-commerce à la fois, bien évidemment, avec les grands distributeurs, encore une fois, les Carrefour, Leclerc, Auchan, Intermarché, et ainsi de suite, vous les connaissez. On travaille du e-commerce avec les grandes enseignes nationales hors foyer, Domino's Pizza, par exemple, où là encore également, c'est un de nos clients, et donc on travaille les rotations et la visibilité de nos marques chez eux. On travaille le e-commerce bien évidemment avec l'acteur 1 notamment pour toute la partie circuit indépendant, donc avec des Uber. On va travailler effectivement le e-commerce pour toucher les cafés, hôtels, restaurants indépendants ou mais le CHR vous le touchez par ailleurs en direct
Le CHR, on va le travailler aussi physiquement via notre force de vente qui va aller également et via les grossistes. Mais donc, du coup, il y a le circuit et la verticale des indépendants e-commerce. Et puis, pour ne pas l'oublier, on a également toute une partie e-commerce B2B qui n'est pas neutre. Donc, pour vous donner des exemples, ça peut être un métro en cash and carry, ça peut être un France Boisson, effectivement, dans les boissons spécialisées. Voilà. Donc, le e-commerce, déjà, pour nous, c'est très large. Parce que entre ce qu'on va faire chez un métro, un Domino's, un Uber ou un Carrefour, c'est pas les mêmes ressorts, c'est pas les mêmes leviers. D'une manière générale, les leviers, c'est un peu les mêmes. C'est l'assortiment, l'activation, et je répondrai à la question sur les leviers. C'est l'activation, c'est le merchandising. Et l'e-merchandising, travailler le search, travailler les bons visuels produits, travailler les bonnes fiches produits, voilà, en tant qu'industriel. Et c'est la promotion. Bien évidemment, la promotion, c'est un levier énorme. Faire en sorte que quand on fait une promotion dans un hypermarché, on retrouve la même promotion sur le site e-commerce. Comment on fait des promotions ciblées également sur certains sites en fonction de certains segments de consommateurs qu'on veut toucher. Voilà, ça, c'est nos leviers. Le merch, l'activation, l'assortiment et la promotion. Et la promotion, elle est géolocalisée ? Elle est... Non. Non, la promotion, elle n'est pas géolocalisée, elle est ciblée. Donc on peut avoir de la promotion de masse, donc voilà, donc ça c'est normal, voilà, c'est de la promotion catalogue, prospectus qu'on retrouve partout en alimentaire. Et après on a de la promotion ciblée en fonction d'un comportement d'achat. J'ai acheté ce produit mais j'ai pas acheté celui-là, je suis affinitaire à ce circuit-là ou je suis pas affinitaire. Donc c'est là où on parle de retail média, puisque pour nous permettre d'avoir des promotions efficaces qui développent de la valeur, qui ne cannibalisent pas notre business, on passe effectivement par nos clients, les retailers, pour cibler nos promotions sur la base de leurs données. C'est-à-dire qu'il y a une collaboration, il y a une co-construction de la promotion avec les distributeurs ? Alors, il y a une co-construction parce qu'au final, on a une situation où on veut tous, effectivement, on a un enjeu commun. C'est déjà proposer aux consommateurs un moyen d'augmenter son pouvoir d'achat et de diminuer sa facture, de développer la valeur du consommateur et faire venir et dépenser pour nos clients, les revendeurs, et nous, faire en sorte qu'ils achètent nos produits. Donc en fait, on a effectivement cette volonté globale. Donc bien évidemment, on travaille main dans la main avec les distributeurs, comme on travaille dans la main avec Uber, pour essayer de proposer effectivement des solutions ciblées pour aller toucher des populations qui nous intéressent réciproquement. Comment... Alors, effectivement, moi je pense au soda, Coca-Cola, c'est un portefeuille d'une petite dizaine de marques, donc il faut aussi rajouter toutes les autres que tu as citées précédemment. Quand on consomme du Coca-Cola, aujourd'hui tu le disais, 28 millions de foyers sur 29 achètent du Coca-Cola, c'est-à-dire qu'en fait on a une présence hégémonique auprès des consommateurs. La promotion, elle vient remplir quelle mission ? La promotion, elle vient remplir la mission. Il y a beaucoup de missions. Ça peut être de la promotion pour recruter, ça peut être de la promotion pour développer la fréquence d'achat, ça peut être de la promotion pour augmenter ce qu'on appelle le QA sur acte, donc le nombre d'articles achetés par acte d'achat. Donc ça serait trop difficile. Et en plus de ça, je ne suis pas en charge de la promotion. Non, je ne voudrais pas... pardon, je ne veux pas t'emmener sur des terrains qui ne sont pas les tiens. Mais la promotion, pour nous, voilà, elle est là pour... proposer une solution au consommateur et développer la valeur du consommateur et apporter du business incrémental. Donc alors justement avec Uber Advertising, comment ça se passe ? Attends, avant que je te redonne la parole, Grégory, un peu explique-nous le contexte dans lequel finalement ce compte est venu travailler avec toi. Ce qui est intéressant, c'est quand je suis arrivé il y a 1 an et demi, finalement, j'étais surpris, dans le bon sens du terme, de découvrir qu'il y avait déjà une relation existante entre Uber Eats et Coca-Cola. Pas que Euro-Pacific Partner, mais Coca-Cola dans son ensemble. Et donc les équipes marketing de Uber avaient déjà l'envie de travailler avec Coca, et Coca avait l'envie de travailler avec Uber. Et donc, il y avait une envie, il y a des choses intéressantes qui ont été faites, mais il y avait aussi des limitations par le nombre de personnes dédiées à ce type de partenariat, par l'absence de format, de mécanique, de process, finalement de plein de choses. Et ce que j'avais retenu en arrivant, c'était que finalement, certes, il y avait des choses qui avaient pu être possibles, mais qu'il y avait un trou dans la raquette, et de notre côté, en fait, on aimerait bien faire plus de choses encore ensemble, mais aujourd'hui, on n'a pas les outils, les formats, les personnes pour être capable de le faire. Donc finalement,
le démarrage de la relation, il a été très très simple. Ça y est, enfin, nous, on est là. Voilà les formats que l'on a. Pour être très honnête, quand je suis arrivé il y a 1 an et demi, on avait 2 formats. Il y avait tout à faire, on n'avait pas beaucoup de process, c'était un peu compliqué, mais il y a vraiment une culture de l'innovation chez Coca, et je dis pas ça pour te brosser dans le sens du poil, mais vraiment c'est très très clair. Et donc à chaque fois qu'on a eu des nouvelles choses à proposer, Coca-Cola a systématiquement levé la main en disant alors ça nous intéresse, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et voilà, on a construit ensemble, petit à petit. Aujourd'hui, c'est un de nos top partenaires au niveau de la régie, et même au-delà d'ailleurs, parce que sans rentrer dans la complexité de notre organisation interne, mais nous aujourd'hui, on a une équipe côté business dont le rôle est de développer la partie course sur l'application. Et donc aujourd'hui, quand on se parle, c'est souvent à 3, voire à 4, parce que vous êtes aussi 2, mais on se parle pour justement voir comment réaligner tout ça. Et moi, je ne m'occupe pas d'assortiment, mais en fait, sur la partie business d'Uber Eats, eux, ça va être intéressant. Évidemment que quand on veut commencer à lancer une activation, on va commencer à regarder sur quelles sont les principales sous-catégories où les gens achètent chez Uber Eats, quels sont les codes EAN, donc les produits à un niveau unitaire, la version 25, la version 33, la version 50, en bouteille, en canette, et ainsi de suite, qui sont les plus vendues, celles qui ont la meilleure DN chez nous, évidemment DV aussi, mais bref, on va regarder tout ça pour se dire, là, on a la base, on sait sur quoi on peut activer, parce que, encore une fois, le but à la fin, c'est quand même de développer ton objectif, parce que c'est de vente. Exactement. Donc on va regarder là où on est capable d'avoir de l'impact le plus possible. Et puis sur cette base-là, nous, on va regarder tout ce qu'on est capable de faire ensemble, les nouveaux formats, du plus au dernier moment, juste avant l'acte d'achat, jusque, comme je le disais, un peu plus construit avant. Et voilà, on travaille tout ça ensemble. Bon, concrètement pour toi, Pascal, vas-y, raconte un peu. Donc déjà, moi, je pense qu'on est... on est un des plus vieux industriels annonceurs à collaborer avec Uber. Je crois que en 2017, effectivement, on en parlait tout à l'heure, on a commencé à faire les premières campagnes avec Uber. Le marché à l'époque, il n'était pas mûr. Il était en pleine croissance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, 2017, on se parlait d'acteurs encore comme Take It Easy, Allo Resto, ce genre de choses. Et pour autant, on a déjà senti avec Uber qu'il y avait une volonté commune d'avancer ensemble, des enjeux communs, et au final, des consommateurs et des clients communs. Donc on l'a vite senti. On a vite senti aussi que Uber connaissait une croissance forte et que forcément ils étaient en train de se structurer, qu'ils n'avaient pas encore les équipes, l'expertise, les formats. Pour autant, on a commencé dès 2017 à faire des très belles campagnes. Quand je regarde maintenant, je me dis, 7 ans plus tard, dans le From To, c'est juste incroyable depuis un an et demi, la puissance qu'un dispositif Uber a pu prendre dans nos campagnes. Et notamment, si je prends dans les diverses verticales, quand je regarde la verticale des cafés, hôtels, restaurants, aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, quand on fait une activation sur la plateforme Uber pour toucher les cafés, hôtels, restaurants, on va toucher, la dernière, j'ai regardé, 26 000 points de vente. 26 000 points de vente. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 26 000 points de vente. Il y a quoi? Il y a un peu plus de 200 000 points de vente indépendants en France. On va dire que c'est quasiment un par commune, parce qu'il y a 33 000 communes, c'est juste pour donner un... Voilà, je crois qu'il y a plus de 200 000 points de vente en France indépendants. Voilà, on va en toucher plus de 10%. Voilà, donc déjà, c'est moi, ce que je dois dire, c'est Uber. On a plein de raisons de travailler avec eux et plein de bonnes raisons où on est extrêmement satisfait. Le premier point, c'était de dire... Nous, on a un enjeu, c'est la distribution numérique, donc l'ADN de nos marques et le taux de prise de nos marques, et faire en sorte que sur 100 transactions, il y ait un maximum de boissons de notre portfolio. Ces 2 leviers, on peut les travailler via Uber. 2, on veut travailler le marché du retail. On veut travailler les clients chaînés du type, je vous parlais de Domino's, mais Buffalo, mais on veut travailler aussi les points de vente indépendants. Ça tombe bien, c'est des verticales distinctes chez Uber, donc ça nous permet aussi de toucher l'intégralité de nos moyens. 3, sur la verticale des cafés, hôtels, restaurants. Donc nous, on a une force de vente de quelques centaines de personnes qui se déplacent tous les jours dans plusieurs cafés, hôtels, restaurants pour regarder la visibilité de nos marques, notre gamme et ainsi de suite. Mais il y a toute une série de points de vente que l'on ne couvre pas, bien évidemment en France.
Par l'intermédiaire de Uber, ça nous permet de toucher des points de vente que l'on ne toucherait pas, nous, avec notre force de vente. Donc ça aussi, en complément d'action, c'est juste ultra intéressant. Sur l'audience, également, je pense qu'on a été mal habitué. Aujourd'hui, on a des marques, que ce soit Fanta, que ce soit Fusty ou Coca-Cola, c'est plusieurs millions de personnes qui nous achètent tous les ans. Donc nous, rentrer dans la d'hôtel, on a du mal, on aime bien tout de suite des grosses solutions qui nous permettent d'avoir un maximum d'audience. Et ça, aujourd'hui, la réalité, c'est, je vous citais les 26 000 points de vente, c'est que tout de suite, on atteint un reach en millions d'impressions ou en nombre de consommateurs qui bénéficient de nos offres. C'est tout de suite très important, à tel point qu'on vient de faire une campagne pour l'euro. On l'a arrêté au bout d'une semaine parce qu'on avait déjà atteint nos KPI. Enfin, nos résultats, ils étaient déjà bons. On avait déjà plafonné le nombre de consommateurs qu'on avait prévu de faire gagner. Le nombre d'achats était des objectifs. On a arrêté au bout d'une semaine. Alors tout de suite, c'est cette puissance. Vous aviez imaginé que ça allait durer un mois ? On s'était dit, oui, sur le long de l'euro. Ouais. Voilà, donc nous, cette audience, ce poids, cette dimension, sont vraiment quelque chose qui nous intéresse. Et puis, encore une fois, le dernier point, c'est que grâce à Uber, on a la possibilité d'être extrêmement tactique. C'est-à-dire que nous, on est très fort on a des gros événements, par exemple, l'euro en est un, et pendant un mois, vous allez dans 1500 points de vente en France, et vous allez trouver des animations autour de l'euro, sur Coca-Cola, et ainsi de suite. Ça, on est très fort. Quand ce sont des événements qui sont beaucoup plus courts, la Saint-Valentin, la fête des pères, un match du PSG, ou ce genre de choses, on a du mal, effectivement, parce que c'est des événements tellement courts qu'on ne va pas se dire, tiens, pour un événement un soir, on va aller voir 1500 points de vente, on a plus de mal. Via, effectivement, Uber, on a cette possibilité de se dire, tiens, ce soir, on sait qu'il va y avoir un match de foot qui va faire 10 millions de téléspectateurs, on sait qu'on va avoir une augmentation dans les occasions de consommation. Nous, il est important pour nous aussi de pousser une occasion repas. Et donc, on sait très bien qu'on va avoir une augmentation de boissons ce soir-là. On fait une activation tactique. Et donc, ça aussi, c'est vraiment intéressant pour nous d'être dans l'occasion, d'être dans le tactique. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on a des passions communes. Avec Uber, quand je dis effectivement qu'on a des passions communes, quand je regarde, Uber, si je ne me trompe pas, est partenaire de la Ligue 1, est partenaire de l'équipe de France de foot. Coca-Cola, on est partenaire historique de l'équipe de France de foot, et on est partenaire de principalement presque toute l'intégralité des clubs de Ligue 1 en France. Donc, ce sont des passions ou des stratégies communes ? Je pense que c'est les deux. Je pense que il y a des stratégies, j'imagine, parce que c'est lié à des actes de consommation, il y a des occasions qu'on cherche à préempter, mais c'est aussi parce qu'on a une cible commune derrière à aller toucher à travers ces événements. Donc c'est une passion pour nos consommateurs, c'est une passion personnelle, mais c'est aussi une manière d'aller pousser des occasions spécifiques et d'aller toucher une cible de consommateurs bien spécifique. C'est activable en quelques clics, parce que les événements un peu de dernière minute, est-ce qu'il faut les préparer ou pas ? Tu citais l'exemple d'un match du PSG. L'affiche, elle peut être différente en fonction des résultats des matchs avant. Et puis on se rend compte qu'il y a une super affiche, et donc il va y avoir beaucoup de monde qui va regarder ce match, et donc il faut vite se préparer à ça. La solution de Uber Advertising, elle te permet justement en quelques claquements de doigts, entre guillemets, d'aller vite ou... La réalité, c'est qu'on essaie de le construire quand même sur plusieurs matchs. Ouais. Et Grégory n'hésite pas à compléter, mais je donne un autre exemple que j'ai en tête sur une belle activation qu'on a fait qui a bien fonctionné. C'était deuxième semestre 2023. On s'est dit, on va prendre 17 matchs. Et on va, de manière très tactique, on va faire des activations sur Uber Eats les soirs des matchs, sur ces 17 matchs. Donc c'était en août 2023, en septembre et en octobre 2023, avec à chaque fois des mécaniques un peu différentes. Il y a eu de la promotion, il y a eu des jeux concours et ainsi de suite, mais vraiment avec ce focus, ce soir, ces matchs. Et là encore, donc c'est pas sur un match, parce qu'encore une fois, on veut la plus large audience, et tout de suite, on veut les accompagner dans leur passion. Donc c'est comme ça qu'on le construit plutôt. C'est se dire, c'est tactique, c'est un soir, mais c'est pas un soir, c'est juste 17 soirs. Ok. Voilà. Merci pour la précision. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça là ? Ça m'inspire que j'avais moi-même noté quelques petites choses qu'on avait faites ensemble. Je constate que
On n'en a pas eu d'identique. Donc, preuve à quel point on a fait beaucoup de choses ensemble. C'est quand même vraiment chouette. Et juste pour répondre sur la capacité à agir vite ou pas, en fait, justement, parce qu'on est dans une relation qui, je pense, est une relation de confiance, mais deux, surtout, est une relation qui s'est construite par le travail et dans la durée. Effectivement, la première fois qu'on a dû organiser quelque chose, ce que je disais de la vérification des codes EAN, est-ce que le flux catalogue est correct ? Est-ce qu'il y a les bonnes photos ? Est-ce qu'il y a le bon titre ? Enfin bref, il y a plein de choses qui ne sont pas ce qu'on met en avant le plus souvent parce que ce n'est pas le truc le plus sexy, mais néanmoins qui mérite d'être fait. Tant que ça n'a pas été fait, l'activation de et ce soir finalement on fait quelque chose, elle n'existe pas, ou si elle existe avec des mauvais résultats parce qu'il n'y a pas toutes les bases pour être capable de le faire correctement. Mais le fait qu'on ait construit ça au fur et à mesure, le fait qu'on ait pu tester plein de choses avec des formats différents, avec la promo ou sans la promo, et puis quelle typologie de promo, et puis on a fait le match, mais on a fait le match de l'équipe de France, on a fait le match du PSG, et puis on le fait que sur le temps du match, est-ce qu'on le fait en amont, enfin bref, on a déjà fait beaucoup de choses. Ça fait qu'aujourd'hui, quand on a déjà quasi tout testé, quand il y a une nouvelle opportunité qui arrive, on a déjà un historique qui fait que oui, ok, on va le faire comme ci, comme ça, on connaît bien, et puis on arrive à rouler. Oui, les équipes se connaissent bien, ça doit quand même aider aussi à ce que les choses se mettent facilement en place. Évidemment, et ça a même d'ailleurs, on a décidé de changer la structure de l'équipe. Moi, au sein de mon équipe, CPG, produits de grande consommation, on a séparé l'équipe en deux, avec une partie de l'équipe qui ne gère que nos grands comptes, en premier lieu Coca, avec pour avoir des personnes qui sont dédiées à comment on améliore globalement notre relation. C'est aussi souvent des très grosses structures, donc il y a aussi un mapping très important. Et puis donc, encore une fois, on ne va pas rentrer dans le détail, mais entre ce Coca-Cola Company et CCEP, en fait, il faut que tout le monde soit au courant et qu'est-ce qui se passe et comment on le fait. Il y a des questions de budget, il y a des questions de type de format qui sont chez l'un, chez l'autre, ainsi de suite. Donc, on a besoin de nous d'être capable de coordonner tout ça, et on ne gère pas un grand compte comme on gère un compte qui fait une activation par trimestre, comme ça. Et donc, on a séparé, donc on a une partie grand compte. Pour vous donner une idée, ce qu'on appelle grand compte aujourd'hui, c'est un top 5. C'est seulement 5 comptes. Et puis une autre partie de l'équipe qui est finalement sur tout le reste, que ça soit sur vraiment de l'acquisition, donc aller chercher des nouveaux partenaires pour nous, ou que ça soit les partenaires, on va dire, de taille intermédiaire chez nous, qui font quand même des choses régulières, mais pas autant que... Parce que un petit client, pour toi, c'est quelqu'un, comment on le définit versus les grands comptes comme Coca ? Alors, je vais revenir sur une dimension purement business. Moi, je suis une régie, donc c'est le revenu publicitaire qui compte chez moi. Et aujourd'hui, nos grands comptes font... je ne peux pas donner le chiffre exact, mais font plus de la moitié du revenu sur cette partie CPG. Et donc, c'est normal qu'on mette les ressources en face pour être capable de les accompagner de la bonne façon. Ça peut paraître légitime. Comment tu vois la suite du business se développer, du marché se développer ? Est-ce qu'il y a des tendances ? On parlait de plateforme finalement. Uber, c'est une plateforme. Mm-hmm. De façon globale, comment tu vois l'avenir ? Est-ce que tu arrives à le lire ? Est-ce que finalement il va y avoir de nouvelles innovations en termes d'expérience qui vont venir être proposées à des annonceurs comme Coca ? C'est quoi, si tu dois te projeter un peu en avant, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter ? Pour être honnête, je trouve l'avenir plutôt peu lisible. Il y a beaucoup de gros sujets de fond dont tout le monde parle, dont peu sont experts, et sur lesquels la visibilité, elle est finalement pas si claire que ça. Donc, tu as parlé de RGPD au démarrage. Le RGPD, je pense qu'il est plutôt bien intégré maintenant, mais quand on regarde tout ce qui en découle désormais, donc e-privacy, privacy sandbox, les cookies tiers et ainsi de suite, déjà ça fait je sais plus combien de temps, mais au moins 2 ans ou 3 ans que c'est décalé. Donc voilà, la data propriétaire, la data tierce, tout ça, ça reste un sujet
Ça, c'est un premier point. Donc, c'est pour dire que c'est pas encore si clair que ça. Ouais. Il y a une émergence forte, déjà depuis de nombreuses années, mais de la programmatique. Mhm. Donc, la Et donc, programmatique, jusqu'où ça va aller? Et est-ce que le retail média va basculer aussi dans une ère programmatique dans le sens, alors pas forcément que sur la partie technique, hein, mais aussi sur la partie, est-ce que ça veut dire que l'ensemble des inventaires retail média doivent être consolidés au sein d'un seul inventaire avec tous les DSP qui peuvent y accéder à un moment. Donc, il y a eu une fragmentation du retail média. On parle maintenant beaucoup de défragmentation. La défragmentation, elle passera par une dimension réglementaire, ou en tout cas de normes. On décide qu'on se met tous avec les mêmes tailles de format, la même façon de traquer, la même définition de la mesure, et ainsi de suite. Donc ça, c'est de la norme, plus la technique qui permettra d'y accéder de manière directe. Mais ça, pareil, c'est encore pour l'instant un grand point d'interrogation. Donc en fait, on ne sait pas. Donc moi, je discute avec tous mes petits copains. Mais aujourd'hui, on se regarde tous en disant, bah oui, mais comment on va y aller? Donc là-dessus, c'est encore un point qui est pas forcément très très clair. Et puis un dernier point, parce que tout le monde en parle, évidemment, tout le monde l'a dans la bouche, c'est l'IA. Et aujourd'hui, l'IA, pareil, ça reste un gros point d'interrogation pour moi, parce que on a deux types d'IA, si je sursimplifie. On a l'IA générique, qu'on appelle depuis des années un algorithme, et ça, finalement, ça existe déjà partout. Mm-hmm. Et donc, pas de doute que ça va être de plus en plus performant, mais en fait, dans l'optimisation, que ça soit sur de l'UX, sur la segmentation, sur la capacité à targeter dans l'instant la bonne personne au bon moment, et ainsi de suite, ça va être mieux, mais ça va pas être révolutionnaire, parce qu'en fait, ça existe déjà depuis très longtemps. Et après, il y a l'IA générative, et je suis un peu obsédé par ce sujet actuellement. J'arrête pas de demander, demander à mon équipe, dis, bah, moi, je fais des tests avec ça, j'arrête pas, mais il y a peu de ces tests qui me permettent d'arriver vraiment à un cas d'usage très clair pour mon boulot, où je suis là ça fonctionne, et ça fonctionne déjà, et c'est renversant. J'ai quelques petites choses, mais pas... à titre personnel, j'ai fait tous mes pronos de l'euro avec ChatGPT, en lui demandant en plus de rajouter une dimension de surprise, et ainsi de suite, de noter la surprise de 1 à 5, c'est une grosse surprise, c'est pas une grosse surprise, pourquoi? Le résultat était bluffant, et sur mon petit prono, j'ai fait ça. Bon, c'est quoi les pronostics pour... Je suis dans les 10 derniers pourcents, donc c'est pas une grande réussite sur la partie prono. Mais en tout cas, sur la capacité à sortir exactement ce que j'ai demandé, ça a très bien fonctionné. Pour faire des très beaux decks, quand on part chez des annonceurs, en générant une image, mais une personne dans un Uber en train de boire un Coca, c'est du petit détail, mais là, c'est des cas d'usage qui sont très clairs. Après, sur le reste, aujourd'hui, je vois pas encore comment, ça va arriver, hein, mais comment on peut sauver à 40 ou 50% de notre temps de travail avec ça, parce que les cas d'usage sont pas encore là. C'est un premier point. Et en revanche, si on tire le trait, en quoi je suis assez convaincu, mais ça prendra, à mon avis, au moins 2 ans ou 3 ans, c'est la personnalisation de masse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on travaille ensemble, avec Pascal, on va aller regarder de la segmentation, on va regarder l'audience qu'il y a derrière et comment la toucher. Ça, on va le faire à un niveau humain. C'est-à-dire qu'on va se dire, on va faire 5 segmentations, on va les toucher les 5 comme ça, voici les 5 assets qui ont été créés. Des personas, en fait. En quelque sorte, pas nécessairement persona, parce que ça peut être une segmentation de non-acheteurs 60 derniers jours, ça peut être une segmentation de acheteurs catégorie non-acheteurs de telle marque. Enfin, donc c'est pas forcément dans une logique de persona. Donc là, quand tu parles de la personnalisation, c'est-à-dire moi qui suis consommateur d'Uber Eats, ça va avoir... je vais recevoir un message pour moi, par rapport à une habitude de consommation en disant tiens, tu devrais essayer. C'est déjà ce qu'on essaye de faire, mais aujourd'hui on le fait avec une approche on va dire manuelle.
tu veux l'automatiser. L'IA, c'est la capacité après de pas le faire pour 5 configurations, mais être capable de le faire pour l'individu. Oui, pour l'individu, pour 28 millions de foyers et le nombre d'individus que ça représente. Et parce que toi, tu es consommateur de Coca Zéro et pas de Coca Light, mais tu as déjà essayé du Coca Cherry une fois, on est capable de te changer l'illustration quand on te le pousse, à quel moment on te le pousse, parce qu'on sait que toi tu commandes le soir, alors qu'il y en a qui commandent le matin, et ainsi de suite, et sans avoir besoin d'avoir une personne qui a réfléchi et qui manuellement a décidé de le faire comme ci ou comme ça, mais qui est capable de dire, pour chaque personne, on l'envoie au bon moment, avec la bonne illustration, la bonne offre, et ainsi de suite. De la vraie masse personnalisation, et ça... je suis pas devin, mais je dis à 2 ou 3 ans, je pense que l'IA générative peut aider à faire ça, et à créer le texte qui va avec, plus l'illustration, enfin voilà, là on aura un vrai changement. Bon, merci Grégory pour ces projections. Pascal, je te renvoie la balle. De ton côté, qu'est-ce que tu vois arriver ? Je ne vais pas être très original, parce que j'aurais dit spontanément les trois mêmes éléments, donc je vais rebondir dessus. Avec mes mots, donc entre l'IA, la personnalisation et le retail média, j'ai le retail média. Le retail média, je pense qu'on en parle beaucoup, je pense qu'on a tous une définition différente. En fonction de la place dans l'écosystème média, je pense qu'on n'a pas tous la même vision déjà. Donc nous, en tout cas, chez Coca-Cola Euro-Pacific Partner, les questions qu'on se pose, c'est bien définir le périmètre du retail média. Parce que le retail média, c'est pas que du e-retail média sur une plateforme e-commerce, c'est aussi du retail média en extension d'audience. Ça peut être également du CRM, ça peut être également du Media in-Store avec l'explosion du digital out of home qu'on peut retrouver également dans des circuits d'hyper ou de supermarchés. Donc en fait, tout ça participe au retail média. Et pour nous, c'est aussi difficile de tout suivre, de tout consolider, d'avoir une vision claire de où vont nos investissements, quels consommateurs on va toucher, parce que c'est souvent des équipes différentes. Donc voilà, on a cet enjeu donc de réconcilier les parcours, on a cet enjeu de bien définir ce qu'on met derrière retail média, et de ne pas se dire le retail média, c'est pas juste du e-retail média e-commerce, mais c'est bien au-delà de ça. On a vu notamment des acteurs se rapprocher, donc tous les acteurs également au-delà d'Uber, il y a des Affinity, il y a des Values, il y a des Unlimited qui proposent de plus en plus d'extensions d'audience sur de la TV connectée ou ainsi de suite. Bon, donc ça c'est un premier sujet chez nous, parce c'est du trade, c'est du média. Ou je devrais le dire de façon interrogative. Est-ce que c'est du trade ? Est-ce que c'est du média ? Comment on réconcilie l'ensemble ? Quelle offre on envoie ? Comment on évite de solliciter 3 consommateurs avec 3 offres différentes sur 3 leviers différents, mais juste parce que ça représente des silos de l'entreprise ou des silos en termes de système d'information ? Donc ça, pour nous, c'est un énorme chantier. Voilà, c'est un chantier humain, c'est un chantier technologique, c'est un chantier commercial. C'est un chantier, voilà, moi, là, par exemple, quand j'investis avec Uber Advertising pour faire quelque chose sur Carrefour via Uber, dans quelle mesure je récupère ce que j'ai fait pour en parler à Carrefour, parce que je dois aussi valoriser ces investissements. Tout ça, ça va créer du trafic et de la vente chez Carrefour. Donc j'ai besoin de réconcilier ces investissements pour aller voir Unlimited ou pour aller voir Carrefour pour dire... T'as vu, moi aussi je mets la main à la pâte pour faire avancer les ventes. Exactement. Donc c'est un peu, voilà, c'est comprendre cet écosystème qui est complètement fragmenté, qui explose complètement, où on met pas tous la même définition. Et donc c'est un vrai premier enjeu pour nous. La personnalisation. Donc la personnalisation, je suis 100% d'accord, et qui plus est, quand on a des marques qui touchent un petit peu tous les types de populations, c'est extrêmement important pour nous. Tout à l'heure, tu me posais la question, c'est au-delà de la Gen Z ou du cinquantenaire. Il y a quelqu'un qui va acheter une canette de Coca une fois par an, on a un autre qui va acheter 3 Fusti dans l'année. Donc c'est extrêmement important pour nous d'avoir une vision très claire de quels sont ces consommateurs et comment on les adresse. Donc la personnalisation là-dessus, pour vous donner un ordre d'exemple, quand on fait de la promotion ciblée aujourd'hui via nos clients distributeurs, c'est toute l'année. Je crois que l'année dernière, en 2023, il y a eu 130 millions de communications qui ont été faites à l'année pour pousser de la promotion ciblée. Voilà, donc c'est vraiment, j'aime bien ce terme de masse personnalisation, ça fait quand même quelques années qu'on en parle. Il y a déjà 5-10 ans, on parlait de Dynamic Content Optimization et ainsi de suite. Ça arrive, voilà, c'est toujours le marché est toujours le même, on en parle et ça arrive quelques années après. Donc voilà, donc ça, moi je suis 100% d'accord effectivement avec Grégory, c'est comment on va le faire. Et puis après, il y a l'IA.
Bon, voilà. L'IA, nous, en tout cas sur la partie trade marketing, parce que l'IA touche tout le monde, mais en tout cas sur ma partie, moi, je vois 2 impacts. Il y a un premier impact qui est sur, et encore une fois, je vais rebondir sur ce que dit Grégory, sur la manière de cibler nos consommateurs. Donc là, nous, on ne le fait pas directement, mais aujourd'hui, quand je travaille effectivement avec un Carrefour ou ainsi de suite, eux, maintenant, avant, je pouvais dire, tiens, je veux toucher un consommateur qui ne nous a pas acheté depuis 3 mois, qui achète des small PET, plutôt du Fusty, plutôt en région parisienne. Voilà, et je donnais mes critères de ciblage, ils me disaient, je t'en trouve tant, on va les cibler en médias, en retail média, en CRM. Maintenant, en fait, c'est un algorithme, hein, donc c'est une intelligence artificielle. Donc ça soulève 2 questions. C'est-à-dire que je fais confiance à l'algorithme, je fais confiance en l'intelligence artificielle. J'ai plus la main sur l'EAN, j'ai plus la main sur le segment précis que je veux toucher. C'est l'intelligence artificielle qui travaille. Donc ça, il va falloir que nous ça remet en cause certains de nos schémas également et certains de nos plans. Donc là, il y a un usage très spécifique qui est plutôt dans les mains aujourd'hui d'acteurs comme Uber ou d'acteurs comme Auchan, Leclerc ou Carrefour. Et puis l'autre use case sur l'IA, c'est la création. Voilà, la création, c'est comment donc typiquement, on est en train de tester un outil qui s'appelle ShopX en France, où en l'espace de 2 secondes, on peut faire une création avec la bonne occasion, la bonne marque, le bon visuel, le bon call to action. Sur les visuels de campagne. Exactement. Donc aujourd'hui, on fait beaucoup de communication locale. Nous, aujourd'hui, un commercial sur le terrain, par exemple, en hors foyer, a la possibilité de faire une création pour son point de vente. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'allers-retours avec le central pour définir la communication. On passe par une agence, hop, on se met d'accord, on valide, ça part en prod. Demain, avec ces outils-là qui seront ouverts, on ira beaucoup plus vite et on pourra générer tout de suite la bonne campagne, avec la bonne occasion, le bon visuel, la bonne mécanique, et de manière beaucoup plus naturelle. Donc ça, c'est un autre use case, nous on y croit beaucoup. Et ça rejoint la personnalisation parce qu'effectivement c'est compliqué d'avoir effectivement un visuel ou une campagne pour l'ensemble des marques et l'ensemble des occasions. Donc ça, c'est le deuxième use case sur lequel on est en train de travailler, c'est l'intelligence artificielle vraiment pour la personnalisation de nos artworks à un niveau beaucoup plus local. Voilà. Donc voilà, donc, personnalisation, retail média, IA. Je suis pas très original, mais effectivement ces 3 enjeux qui arrivent et qui sont arrivés déjà depuis un certain temps. Eh ben, merci Pascal, merci Grégory. Tu vois, Pascal, tout à l'heure, avant qu'on commence à enregistrer, tu me dis, mais attends, est-ce que je vais réussir à parler 3/4 d'heure? Ça fait plus d'1 heure. Tu vois, et Grégory te disait, non mais tu verras, ça va passer très vite. Bon, tu le confirmes? Je le confirme. Très vite. Merci pour ces retours d'expérience. Je pense que vous nous avez partagé beaucoup d'insights, c'était attendu et on y est, qui sont activables dans la tête des auditeurs. On les comprend, on peut s'y référer. Et ça, je crois que c'était la partie importante, de rendre un peu concret tout ça. Et vous avez très bien réussi. Donc, merci à vous. Je vais en profiter pour remercier tous les auditeurs du podcast. Merci pour les messages d'encouragement que vous ne manquez pas de me faire parvenir. Merci aussi au One-to-One Retail e-commerce de Monaco et au One-to-One Expérience Client de Biarritz pour le soutien apporté au podcast et à cet épisode en particulier. Grégory, Pascal, merci à vous et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup Cyril, merci Grégory.